Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Otalecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du mois. Enfin là, je continue surtout de rattraper mon retard, hein. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord et me soutenir sur Utip en regardant quelques petites pubs. Les liens sont toujours disponibles en description. Bref, encore une fois de très bonnes séries, donc je vous donne rendez-vous après l'intro pour voir tout ça ensemble. Tout d'abord, voici le timecode. Vous pouvez skipper les mangas qui ne vous intéressent pas, mais aussi pour vous éviter d'éventuels spoils, même si j'essaye de toujours prévenir. Les mangas sont aussi classés par éditeur. Et on commence cette série de reviews par mon petit coup de cœur, Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo, disponible aux éditions Le Lézard Noir. Au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse, maquillée en salon de massage, le lieutenant Yamada rencontre Chiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille aujourd'hui décédée. À peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparaît de nouveau, fuyant les coups de sa mère abusive. Yamada part alors à sa recherche, mais la jeune fille désemparée trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque. Poignant, touchant et marquant sont les trois premiers termes qui me viennent à l'esprit pour qualifier cette série. Une série que l'on m'a pas mal recommandée sur mon Discord, j'ai donc écouté les recommandations en me procurant le premier tome récemment sorti, et j'ai bien fait. Histoire de vous vendre directement ce manga, on va faire simple. Si vous êtes fan du genre tranche de vie avec un ton un peu dur, à l'instar des classiques de Shuzo Oshimi ou encore Inyo Asano, Mauvaise Herbe ne pourra que vous intéresser. On suit donc le quotidien terrible de Shiori, une jeune fille réservée que l'on connaît très peu mais on s'attache pourtant rapidement à elle. Une fille qui semble avoir de terribles relations avec sa mère qui l'oblige à fuguer et à se réfugier chez des inconnus pour ne pas dormir dehors, et souvent ça tourne au drame. En un seul tome, tous les mauvais côtés de l'homme sont déjà mis en avant, sa perversité, son instinct malsain, le tout dans une ambiance très vite suffocante. Et du côté de la forme, c'est pas mal du tout également, on a un style plutôt épuré, sans faire dans le spectaculaire, les traits de Keigo Shinzo suffisent à transmettre les émotions souhaitées, le tout proposé dans une belle édition grand format avec quelques pages couleurs, c'est clairement une très belle découverte que je vous recommande à mon tour. On continue avec les tomes 3 et 4 de Strange Fruit, j'espère que t'as kiffé l'accent, de chez Doki Doki, une série courte que je vous recommande et je peux enfin vous donner mon avis sur le manga dans sa globalité. Alors tout d'abord, je précise que j'ai déjà parlé des deux premiers tomes sans spoil dans un précédent épisode d'Otalecture, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Pour ce qui est de ces deux volumes, j'ai encore une fois bien apprécié ce que nous propose l'auteur, parfaitement dans la continuité de ce qui a été mis en place avant. L'ambiance de la série est toujours aussi mystérieuse et envoûtante, on prend connaissance des tenants et des aboutissants de la fameuse disparition d'Anna assez tardivement mais la vérité finit par éclater. Alors comme d'habitude quand ça concerne un manga peu connu et avec si peu de tomes qui plus est, j'ai peur de trop en dire, car il serait dommage de vous gâcher la surprise. Je rajouterai donc qu'en plus d'être sombre, une atmosphère malsaine se dégage de cette série et on sent que le danger guette constamment nos trois héroïnes au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de la vérité sur cette affaire. Un manga qui est loin d'être révolutionnaire, c'est même très classique comme histoire mais franchement l'auteur est parvenu à me captiver sans aucun mal et je peux vous dire que la conclusion est assez satisfaisante aussi. Sans plus attendre, passons au 93e opus du grandissime One Piece. Bon, je vais pas revenir sur les traductions douteuses de Glénat, parce que c'est le manga qui m'intéresse avant tout, donc inutile de perdre d'autre temps avec ça ici. C'est toujours aussi plaisant de se refaire One Piece en volume relié, le rythme me paraît bien plus fluide, ce qui rend le tout plus agréable à lire. Ce 93e tome continue de poser quelques bases essentielles à l'arc de Wano Kuni, ce n'est pas forcément le tome qui ressortira du lot, mais on doit passer par là pour mettre en place certains développements. Cela concerne aussi bien l'intrigue même de l'arc que certains personnages, et malgré tout, Oda nous offre quelques scènes marquantes comme l'ego extrême du shogun Orochi, ou encore ses hommes, dont Kyoshiro qui nous fait une démonstration totale de cruauté envers Komurasaki. On sent d'ailleurs que l'ambiance de Wano dégage une hostilité plus prononcée que ce que l'on a pu voir avant dans One Piece, puisque oui, on tient déjà nos morts marquantes sans que cela concerne un flashback. Bon, même si celle de Komurasaki ne m'a fait aucun effet, c'est tout le contraire pour celle de Yasuie, et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Une fin à couper le souffle, c'est grandiose. Que dire de plus si ce n'est ce terrible cliffhanger dont Oda a le secret? On prend soudainement conscience de l'impact des slimes sur leurs utilisateurs, car si on savait déjà qu'il s'agissait de fruits du démon artificiels dont les détenteurs sont très nombreux du côté de chez Kaido, et qu'on se doutait qu'il y aurait forcément des points négatifs pour contrebalancer un peu, savoir qu'Oda a minutieusement choisi le mot smile afin de faire référence à ça, ça me fout la boule au ventre. Imagine une seule seconde, il arrive un drame à l'un de tes proches, mais tu es dépourvu de tes émotions liées à la tristesse, incapable d'exprimer ta tristesse, ta souffrance, contraint à rire pour le meilleur et pour le pire sans distinction. L'idée est vraiment incroyable je trouve, on a la chance de suivre One Piece en direct donc profitons-en. Dans un tout autre registre, passons au 5e volume de Les Liens du Sang disponible chez Kiun. Plus j'avance dans ma lecture et plus ce manga est en train de devenir mon œuvre préférée de Shuzo Oshimi. Je place encore très légèrement Happiness devant pour son côté fantastique, allié des thèmes comme le passage à l'âge adulte avec des vampires, un thème qui ne m'a jamais vraiment parlé, forcément ça m'a marqué un peu plus facilement.
Mais bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 5e volume? Eh bien encore une fois, l'expérience de lecture proposée par Oshimi est très particulière. Là on s'enfonce toujours plus dans les méandres de l'adolescence avec son lot de problèmes, on suit toujours Saishi avec un point de vue si réaliste de la vie, si ancré dans un quotidien que des millions de personnes ont déjà vécu, vivent ou s'apprêtent à vivre. La découverte de l'amour, son rapprochement avec son premier amour, tout pourrait se dérouler parfaitement mais ce n'est jamais le cas dans ce manga. La mère plus possessive que jamais nous fait preuve d'un grand égoïsme et fait savoir indirectement à son fils qu'elle n'apprécie pas le fait qu'il se rapproche d'une autre fille, un amour maternel qui a l'air purement sincère mais qui transpire pourtant un certain malaise également. Cela dit, sa déclaration d'amour envers son fils avec un air si dévasté de l'avoir perdu, lui qui est actuellement en fugue, ça m'a vraiment touché. Seiko a sans aucun doute vécu un traumatisme dans son enfance qui est certainement lié à la relation qu'elle avait avec ses parents, et je pense plus précisément à sa mère. En faisant tout son possible pour apporter de l'amour à son fils afin de ne pas lui ressembler, ne pas ressembler à sa mère, elle est en train de faire les mêmes erreurs en privant son fils d'une liberté qu'il est essentiel d'avoir à son âge, où l'on se cherche encore, où l'on se développe. Bref, je sais que je me répète, mais ce manga est une véritable pépite, foncez le lire. Histoire d'enchaîner sur une ambiance encore plus lourde, passons au titre des éditions Vega avec notamment le tome 7 de l'incroyable Peleliu. Une série toujours aussi poignante, glaçante et surtout touchante. J'ai rarement été autant secoué à chaque tome lors de mes lectures. Je l'ai dit et le répète, ne vous fiez pas à sa forme simple et légère, car elle est utilisée afin de mieux dépeigner un fond réaliste mais surtout terrible. C'est devenu très clairement l'un de mes mangas préférés en très peu de temps, tant l'histoire a su me prendre aux tripes. Je suis attaché à chacun de ces petits soldats japonais que l'on suit. Peleliu est une façon différente de mettre en avant les monstrueux côtés de la guerre, sans détour, sans fantaisie, et ça nous fait prendre bien plus conscience qu'on a de la chance de vivre à une époque où les guerres de cette ampleur ne sont plus d'actualité. Bon après je vous arrête tout de suite, je suis loin d'imaginer que le monde se porte parfaitement partout, c'est simplement pour imaginer mon propos. Tamaro et sa bande continuent de lutter pour leur survie en échappant aux Américains qui sont prêts à tout pour leur faire la peau. Ils sont en lutte perpétuelle pour survivre, ils ne peuvent même pas camper sur leur position, ils sont constamment en mouvement, la fatigue se fait ressentir, les soldats sont aussi bien atteints physiquement que mentalement, la lecture en devient vite éprouvante car on sait que l'on peut perdre l'un d'eux à tout moment. J'aimerais aussi revenir sur une certaine scène, celle où Tamaru et son ami prennent le temps d'apprécier le visionnage d'un film alors qu'ils sont infiltrés dans la base américaine, et en parallèle des images du film, on nous montre d'effroyables scènes où le Japon se fait bombarder par les Américains. Ce contraste est aussi sublime que dramatique, c'est du génie, vraiment. On poursuit avec le tome 5 de Le Bateau de Thésée, une série qui monte en puissance à travers les nouvelles investigations faites par Shin, dans ce présent qui n'est plus tout à fait le sien, ou son double, si on peut le qualifier ainsi, semble avoir connu une jeunesse tout de même un peu plus joyeuse que la sienne, ce qui fait que pas mal de choses échappent à notre héros. Cette nouvelle rencontre avec son père dans un contexte encore différent de celui où il l'avait rencontré directement depuis le passé est très intéressante. Là, il fait la rencontre de son père au moment où le massacre du village d'Otorusu a eu lieu. Il se tient donc juridiquement parlant face à l'homme responsable d'une tragédie que Shin a pu éviter en retournant dans le passé. Un échange très intéressant entre ces deux hommes qui suscite tout de même quelques émotions tant la symbolique est forte. Les mystères sont plus que jamais de mise et c'est ça que j'affectionne grandement dans ce manga. Une ambiance envoûtante digne des plus grands Urasawa, le suspense est vraiment maîtrisé de bout en bout. On passe au 4e opus d'Ultramarine Magmel, disponible aux éditions Ototo. Alors je suis loin de m'arrêter sur la forme et de privilégier ce facteur pour juger la qualité d'une œuvre, mais pour être honnête, je trouve tout de même que les dessins n'aident pas cette série. Une bonne série qui aurait bien plus à gagner avec un trait plus détaillé et plus soigné. Si le style de l'auteur ne m'avait pas dérangé lors de ma découverte du premier tome, je vous avoue que plus j'avance et plus je ressens un sentiment de gâchis à ce niveau-là. Mais heureusement pour nous, l'auteur se rattrape sur le fond en proposant des idées pertinentes dans la lignée des meilleurs Neketsu. Les enjeux sont donc bien présents avec l'entame d'un nouvel arc qui appelle encore à l'aventure. Côté action on est aussi bien servi parce que l'auteur s'en donne un cœur joie, avec de très belles perspectives qui viennent un peu combler les lacunes de son style parfois trop brouillon. Ajoutez à cela un concept bien exploité dans la confrontation entre matérialisateur de réalité et matérialisateur d'imaginaire, donnant lieu à quelques rebondissements originaux dans le combat. Vraiment, si vous êtes fan d'Hunter x Hunter, le système de pouvoir de ce manga devrait vous plaire, puisqu'il s'en rapproche grandement dans sa complexité. On change encore de genre pour de la comédie avec les tomes 22 et 23 de Prison School. Ce manga est vraiment incroyablement débile. J'ai horreur du Aichi, mais l'auteur s'en sort toujours à merveille pour parodier le genre à des fins purement humoristiques. Si bien que très souvent ça en devient grotesque. Que ce soit le contexte dans lequel les personnages se confrontent, les enjeux de leur duel, l'ambiance, les dialogues, les monologues, tout est absolument absurde. Mais derrière ces beaux discours sur les chibres, les boobs et les gros culs, l'auteur a tout de même quelque chose à nous raconter, et ça c'est beau. Les personnages sont réellement bien développés, ils ne servent pas qu'à déblatérer des conneries toutes les 5 minutes pour faire rire les lecteurs. Aussi débiles soient-ils, chacun d'eux a un fond, une histoire et des motivations qui les poussent à faire ce qu'ils font et à être présents avec leurs amis. Je rajouterais même que leur duel actuel a un petit côté ridiculeusement épique. Non, sans déconner, il y a de l'épicness dans Prison School, ce manga est génial, il me fume à chaque chapitre.
On enchaîne avec le tome 3 de Basilisk et The Oka Ninja Scrolls du côté de chez Kurokawa. N'étant pas un grand fan de l'adaptation anime et des suites de classiques frôlant la perfection telles que Basilisk, je vous avoue que j'appréhende chaque nouveau tome de cette suite. Eh bien il faut avouer que niveau divertissement pur, ça fait grandement le taf. Bien que je trouve dommage l'ajout des délires fantaisistes mettant en scène des créatures démoniaques contrairement au manga d'origine qui se contentait de confronter des hommes armés de leurs sabres et de quelques techniques ninja ultra classe, j'estime que ça a le mérite d'aider à dissocier les deux œuvres. Chaque tome est un régal à lire tant je trouve le style de Tatsuya Shihira sublime. Les scènes de combat sont spectaculaires, c'est dynamique, c'est fluide, chaque coup est vraiment transcendant et nous fait ressentir pleinement les enjeux des combats. J'ai encore quelques réserves sur les différents personnages que je trouve pour le coup assez plats, hein, mais bon, je vais éviter de comparer avec la série d'origine qui lui est supérieure en tout point, hormis au niveau des dessins. Là c'est clair qu'il n'y a pas de débat à mes yeux. Autre point intéressant à souligner, la série s'est terminée en 7 tomes au Japon, donc au moins, on est assuré de garder cet excellent rythme jusqu'à la fin, et ça c'est vraiment un point positif. Et enfin pour conclure, quoi de mieux que le second tome de la saison 6 d'Hippo, autrement dit c'est le 110e tome du manga. Si vous n'êtes pas à jour, faites attention aux spoils. Tout d'abord je vous laisse admirer cette sublime couverture nous illustrant un Takamura plus que jamais déterminé à soulever des mers, ce personnage est incroyable. On finit donc cette vidéo sur un excellent tome puisque entre la fin du combat de Sendo qui s'en est sorti sans aucun mal malgré le fait qu'il se soit mis sur la gueule avec Mashiba dans les vestiaires juste avant, non franchement les deux ils me fument, ils ne respectent même plus leur adversaire. Plus sérieusement on voit clairement que les ambitions de Sendo visent désormais le titre mondial et il l'assume pleinement sur le ring. Je suis vraiment hypé parce qu'il s'agit de mon second personnage préféré, juste derrière le légendaire Takamura, et ça tombe bien puisque ce tome nous propose également le début de son combat historique face à Bison. Deux champions poids moyens qui nous offrent déjà un duel spectaculaire en plus d'une entrée fracassante, auquel Takamura nous a déjà habitués, mais bon, je suis personnellement à jour sur l'apparition japonaise, donc je peux vous assurer qu'il s'agit là d'un des meilleurs combats du manga dans la mesure où son issue demeure imprévisible jusqu'au bout malgré les attentes et les apparences. Non, clairement Hippo c'est beaucoup trop lourd, je sais que c'est un très long manga, c'est pas évident de tout acheter les tomes et tout, mais ça vaut vraiment le coup. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux à savoir Twitter, Insta, mon Discord et mon Utip, tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et surtout, on se reverra.「パーティーの主役